Oui, bonjour à tous et bienvenue à notre 7e conférence du cycle de la voix, le webinaire organisé par le Voice Lab en collaboration avec Francia. Moi, c'est Consuelo Innocenti, programme manager pour le Voice Lab. Aujourd'hui, on parlera de Voice Tech appliqué au domaine de l'assistance et je vous invite déjà à utiliser l'onglet dédié en bas à droite de la plateforme pour toutes vos questions. On va vous répondre à la fin de la session. Je laisse de suite la parole à notre président, le président de notre association, Karel Bourgois, pour qu'il puisse vous donner plus d'informations sur le sujet et plus de détails aussi, surtout sur nos intervenants. Bonjour Karel. Bonjour Consuelo, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, on a fait jusqu'à maintenant des webinaires qui étaient souvent assez techniques, quelques-uns qui étaient un peu des points de vue plus produits, marketing. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était avoir un retour d'utilisateurs finaux, comment la technologie vocale peut aider les entreprises au quotidien dans leurs activités. Et donc, nous avons l'un de nos membres qui est un Intermutuel Assistance, qui depuis quelques années déjà travaille sur le sujet de la voix, sur la voice tech. Ils ont fait pas mal de tests au cours des dernières années. Donc, Alexandre Noé va vous présenter son équipe et puis surtout le projet sur lequel ils ont travaillé au sein du lab de Intermutuel Assistance moi, je trouve c'est assez intéressant. Parce que vous verrez qu'avec toute l'équipe, effectivement, alors, bien sûr, on aura avec lui Lémi, Séni, Sina, Rémi et toute une autre équipe qui l'entoure. Mais ce qui est donc très intéressant, je trouve, c'est que vous verrez que ils ont eu des retours utilisateurs, des retours de personnes qui voient comment utiliser la voix au quotidien dans leur travail. Et donc, ça nous permet un peu de relativiser parfois les problématiques technologiques qui ne sont pas forcément tout à fait celles qu'on pourrait croire. Sur ce, je te laisse, Alexandre, la parole et je vous laisse vous présenter. Eh ben, merci, Karel. On est très heureux de partager nos travaux avec vous dans le cadre de ce cycle de la voix. Donc, je vais relancer la présentation. Donc, c'est une présentation qui ne va pas être très longue sur le format PowerPoint. Et on va situer un petit peu le contexte de nos travaux. Et puis, surtout, on va faire une démo live qui va marcher, évidemment. Comment je... Pardon. Tac, voilà, ça y est. Voilà, donc déjà en 2 mots, le groupe Intermutuel Assistance, c'est un acteur majeur de l'assistance. Donc l'assistance, c'est quoi? C'est le dépanneur qui vient dépanner votre voiture quand vous ne pouvez pas partir au travail le matin. C'est le remorqueur qui vient vous chercher avec votre caravane sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. C'est aussi l'aide ménagère qui vient vous aider dans votre quotidien lorsque vous avez été hospitalisé. C'est le soutien scolaire pour les enfants. C'est le plombier, le serrurier quand vous avez... casser votre clé dans votre porte, et puis c'est aussi le médical, l'évacuation sanitaire lorsque vous êtes cassé les jambes en scooter au Pérou. C'est aussi de la téléassistance, de la télésurveillance, de l'assistance juridique, enfin une palette de services qui sont proposés à plus de 45 millions de bénéficiaires, puisqu'on travaille à grande échelle, on travaille pour le compte de grands assureurs du monde mutualiste et de l'économie sociale. Nous travaillons aussi pour des prestations de services pour les grands constructeurs automobiles, Stellantis ou Renault, par exemple. Et puis, vous voyez qu'on est très, très, très féru d'appels téléphoniques. On a des millions d'appels. On fonctionne aussi 24 heures sur 24. Et donc, nous avons des plateaux d'assistance qui sont pour la partie française uniquement en France. Et puis, on a aussi des filiales internationales en Italie, en Belgique, en Espagne, au Maroc, en Allemagne, ce qui fait que finalement le sujet du centre d'appel nous amène à nous intéresser évidemment au sujet de la voix. Donc le Lab IA, c'est le nom d'une équipe d'ailleurs, qui est là avec moi. Alors il n'y a pas que les garçons, il y a aussi François et Alain qui nous suivent aujourd'hui.
C'est l'idée d'avoir un laboratoire. On est une cellule dédiée à l'innovation. Et donc, on réfléchit sur la projection des métiers de demain et sur, en particulier, l'impact des technos. Quelle opportunité, quel risque, quelle maturité. Donc, on a décidé de mettre un certain nombre de moyens sur le sujet, encore une fois, de finalement, ce qu'on pourrait appeler la conversation. C'est vraiment la conversation qui nous intéresse, conversation d'humain à humain, par opposition à tout ce qui est finalement assistant vocal, assistants vocaux. Et dans ce cadre-là, on est déjà dans notre ADN un centre d'appel d'assistance, c'est-à-dire qui porte une grande attention fondamentalement à l'empathie, puisque notre boulot, c'est d'écouter, c'est de rassurer, c'est de trouver des solutions dans des parcours assurantiels, donc dans des parcours couverts, souvent dans des situations d'urgence. On est aussi opérateur du e-call 112, c'est-à-dire on reçoit tous les jours des appels d'urgence de véhicules qui possèdent le système SOS embarqué. Donc, on peut traiter des situations vraiment d'urgence très, très fortes, et puis aussi d'urgence relative. Mais quand même, quand vous avez un petit bobo avec votre voiture ou votre clé cassée dans la serrure, souvent, ce n'est pas, vu de l'éternité, un grave problème, mais sur le moment, vous êtes un peu en panique. Et quand vous êtes en panique, vous faites quoi? Vous oubliez les parcours digitaux et vous vous ruez sur votre téléphone parce que vous avez envie d'appeler au secours au téléphone et que quelqu'un vous réponde. Donc voilà, la conversation téléphonique, l'appel, l'attention qu'on va porter dans le cadre de cette conversation est très importante pour nous, et ça a aussi été tout à fait conforté, évidemment, par la crise sanitaire sur cette importance-là. Et donc, je dirais que donc on s'est très vite intéressé finalement à l'opportunité que pouvaient représenter les technos vocales pour notre métier. Parce que c'est pour nous vraiment une grande révolution pour nous, parce que ça nous permet de pouvoir travailler finalement des parcours digitaux, vocaux. Alors, on a segmenté notre démarche en trois grands périmètres qui sont assez classiques, qu'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire la relation client avec des callbots ou des voicebots. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille et on est quasiment industrialisé sur ce sujet-là. De l'autre côté, tout ce qui est speech analytics, plutôt en temps différé sur l'analyse des conversations et sur la détection d'irritants ou le quality monitoring, c'est aussi un autre périmètre. Et le périmètre qu'on se propose aujourd'hui de vous restituer en termes de travaux, c'est pour nous un périmètre qui est assez exploratoire, c'est-à-dire on est vraiment en avance de phase, donc on se projette, et c'est le sujet de l'agent augmenté, ou en tout cas de se dire comment on peut utiliser tous ces outils-là au service du chargé d'assistance. Donc nous, on n'appelle pas ça un agent, on appelle ça un chargé d'assistance. Donc c'est la personne qui vous répond au téléphone sur le plateau, qui est dotée évidemment d'un CTI, d'un casque, elle est sur un open space, et puis elle a un CRM, elle a un outil de gestion avec lequel elle va pouvoir mettre en œuvre les solutions en fonction de vos garanties d'assurance. Donc, on s'est intéressé là-dessus et on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec toutes ces technologies et dans quelle mesure ça allait vraisemblablement modifier notre compréhension du poste de travail et notre métier de chargé d'assistance demain. Voilà. J'étais assez rapide, peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'était d'aller le plus vite possible à la démo, parce que on a une conviction, nous, c'est que rien ne vaut la démo pour comprendre finalement ce qu'on fait. Donc, je vais changer de partage. Hop. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation. Moi, je pense que c'était très clair. Et effectivement, je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'on va voir un usage qui est un petit peu différent des usages dont on parle souvent, nous, autour du callbot et des assistants vocaux. Mais là, vraiment, d'utiliser la voix comme aide, c'est pas mal. Super, on voit. OK, alors, on va aller à la démo tout de suite.
Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, là, ce qu'on voit, c'est un écran, c'est ce que comprend le poste, ça symbolise finalement le poste de travail, ce que comprend la machine. Donc, on va avoir un jeu de rôle avec donc Lélie et Rémi qui vont respectivement jouer le sociétaire en panne et Rémi, le chargé d'assistance, qui va prendre l'appel. Ils vont donc avoir une conversation. Cette conversation, ça va vraiment être une conversation typique de notre métier, de notre quotidien. Hein. Donc, une situation qui va peut-être vous paraître assez banale, mais qu'on rencontre quand même très souvent. Et donc, on va observer ensemble, finalement, ce poste de travail qui est à l'écoute de la conversation. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là. Vous devriez observer, s'il n'y a pas d'effet Bonaldi sur l'écran, un certain nombre de choses. Je vous propose de dérouler la démo. Ça ne durera moins de 5 minutes. Et on reviendra après pour commenter ce qu'on aura pu voir. Alors, du coup, on va être assez proche. Donc, on a un petit risque. Mais allez, on va y arriver. Suspense. Ça va arriver. On recommence. Ah. Je reviens, c'est ma faute, j'ai mis ce clic. C'est bon? Pour l'instant, j'ai pas de... Ah, la vache. Ouais. Qu'on t'entend. Intermutuelle Assistance, bonjour, Rémi, à votre écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce que, en fait, je viens d'avoir un accident avec mon véhicule. Quelqu'un m'a percuté à l'arrière, là, et je suis à un feu rouge. D'accord, donc un accident. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, l'immatriculation du véhicule accidenté? Oui, bien sûr, là, c'est pour ma 206, et je suis matriculé AT618RZ. D'accord, donc AT618RZ. Donc, est-ce que vous auriez par hasard l'adresse où vous vous trouvez actuellement? Ouais, là, je suis un feu. Je suis devant le Fournier, l'avenue de Paris à Niort. D'accord, le Fournier, l'avenue de Paris à Niort. Très bien. Donc, vous m'avez dit un choc arrière. Est-ce que par hasard le pare-choc frotte sur les roues actuellement? Non, ça va, le pare-choc qui frotte pas. Par contre, le véhicule est très abîmé. J'ai d'ailleurs un petit souci là, c'est que mon pneu est crevé et j'ai essayé de descendre la roue et j'y arrive pas. J'arrive pas à descendre la roue. D'accord. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer un dépanneur. Il va venir changer la roue, il va s'assurer que le véhicule est sûr. Si ce n'est pas le cas, il vous proposera de remorquer le véhicule vers un garage agréé local. Est-ce que ça vous convient? Pas du tout, non. Je préfère pas parce que la dernière fois, je suis allé au garage de mon assurance et ça s'est super mal passé. Du coup, je préfère mon garage habituel, quoi. Ok, bon, ça, pas de souci. Est-ce que vous avez l'adresse du garage en question par hasard? Ouais, c'est le garage Citroën à Bessines. D'accord. Est-ce que vous avez son adresse postale peut-être? Alors, attendez que je me souvienne. Je crois que c'est au 270 avenue de la Rochelle à Niort. Ok, bon écoutez, pas de souci. Je vais vous envoyer un dépanneur remorqueur qui sera sur place dans 30 à 45 minutes approximativement. Je vais prendre la liberté de lui donner vos coordonnées téléphoniques, comme ça s'il a un problème pour vous trouver, il vous appelle. Dans l'intervalle, moi je vous invite à appeler votre garage pour l'informer que votre véhicule arrive. Et à ce moment-là, mon remorqueur amènera le véhicule dans ce garage. Ça vous va? Ok, parfait. Par contre, je voulais savoir, est-ce que je pourrais avoir un véhicule de prêt? Parce que je déménage ce week-end et mon véhicule ne sera pas prêt, je pense. D'accord. Écoutez, effectivement, d'après ce que je vois à votre contrat, vous avez effectivement souscrit l'option véhicule de prêt. Donc, le plus simple, c'est qu'on fait le remorquage. Et à ce moment-là, quand vous êtes chez le garagiste, vous me rappelez et on s'occupera de la adresse. Ok, super. Merci. Ça me va. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage et bonne journée, monsieur. Merci, au revoir.
Voilà. Vous avez entendu à peu près ou... Parce que du coup... Très bien entendu, non, c'était très clair et on voit en plus que non seulement nous avons entendu, mais votre assistant aussi. Ouais. Ok, peut-être on peut... voilà, je pense que c'était assez clair sur l'usage. Je vous propose de commenter peut-être un petit peu, de revenir un petit peu sur ce que vous avez pu voir. Donc, encore une fois, ça c'est une conversation type. Donc, il faut se rendre compte que là, déjà, nous, on a un premier contexte assez délicat, c'est-à-dire qu'on a déjà une conversation plutôt sur téléphone portable, hein, c'est la majorité des cas, d'une personne qui est plutôt dans la rue ou dans un milieu qui est déjà un petit peu, qui peut être brillant. Et puis, donc, on va avoir une conversation entre deux humains. Et donc, comme en plus on est des bons Français, on a un peu tendance parfois aussi à se couper la parole ou à reprendre la parole quand l'autre n'a pas terminé, ainsi de suite. Et donc, on va avoir déjà, je dirais, toute la complexité d'un échange de cette nature. La deuxième complexité, c'est que le champ de l'assistance, le champ des situations est hyper large. C'est-à-dire qu'il peut se passer finalement une infinité d'événements dans une infinité de conditions. Donc ça, c'est un deuxième, je dirais, un deuxième problème auquel on reviendra certainement tout à l'heure. Et donc, néanmoins, on arrive quand même, donc là, dans la démo, à faire la transcription donc de ce dialogue. Donc ça, je pense que tous les gens qui s'intéressent au sujet, qui sont autour de la table, savent que là, on utilise la partie ASR, donc le speech-to-text. On a aussi, du coup, la suite de ce speech-to-text. Je ne sais pas si on peut afficher les hop. Voilà. Finalement, on va essayer d'analyser donc le texte, parce que là, en l'occurrence, on n'analyse absolument pas l'audio. On va analyser le texte et puis on va essayer de chercher dans le texte, dans la conversation, des éléments remarquables, donc des entités métiers et des intentions. Et on peut aussi, du coup, tester des services cognitifs de type analyse émotionnelle. Donc, c'est ce que vous voyez en fait sur l'écran dans la conversation. Vous allez avoir des petits labels que j'ai fait apparaître. Donc, on détecte l'événement, le fait qu'on évoque une personne. Et puis, on a fabriqué des entités propres à notre métier. Donc, par exemple, on cherche à savoir quelle est la nature de l'événement, de la panne ou de l'accident. Donc là, on voit que, par exemple, main percutée à l'arrière, eh bien, finalement, ça a bien été labellisé. Et du coup, on sait le catégoriser en haut à droite, dans la catégorie événement, percuté à l'arrière, et puis il y a une roue crevée. Donc, on sait repérer aussi un certain nombre de choses, des dates, des lieux, la plaque d'immatriculation qui nous a toujours posé beaucoup de problèmes. On y arrive, on finit par y arriver, mais la détection de chaîne alphanumérique, ça reste un sujet. Et donc, on voit là, c'est aussi les défauts qui sont très intéressants dans ce genre de travail, c'est-à-dire que on voit les défauts on confond une immatriculation avec une date, ou on confond, on prend, voilà, il y a une mauvaise transcription. Je pense qu'on l'avait. Mais... Ouais, allez, on va dire qu'on l'avait. Oui, on l'avait en haut, effectivement. Non, on ne l'avait pas. Bon, enfin, peu importe. Donc voilà. Donc l'idée, c'est bien la transcription. Ensuite, de pouvoir déterminer les identités remarquables, les entités remarquables, et du coup de vérifier notre capacité à les taguer, à les labelliser. Alors, tout ça, pour quoi faire? Donc, le premier truc, c'est de se dire, si on sait repérer des entités métiers, des intentions, alors, finalement, on est en capacité de pré-remplir le formulaire que le chargé d'assistance, lui, classiquement, dans sa conversation, il va pré-remplir. Et donc là, on va avoir quelque chose de très intéressant qui apparaît en perspective, c'est que finalement, alors toute la démo, on l'a fait sans toucher le clavier. Donc le chargé d'assistance, lui, l'idée, c'est qu'il soit plus concentré sur l'échange, il soit plus en empathie, soit plus concentré, et il soit moins attaché à remplir un formulaire avec
je ne sais pas quoi, un ordre de saisie particulier, tantôt une combo box, tantôt une liste déroulante, etc. Et que donc, on peut imaginer que demain, les formulaires disparaîtront parce que le poste de travail, il saura parfaitement comprendre ce qui se passe. Alors jusqu'à un certain point, évidemment, hein, donc c'est ça le truc. Et pour aller plus loin dans l'empathie, on se dit aussi qu'on s'est facilement exploité en temps réel, parce que là, c'est l'autre dimension complexe de notre cas d'usage, c'est qu'on cherche à être en temps réel, et donc il faut vite, au fil de l'eau, faire cette analyse pour aller après enrichir le contexte pour le chargé d'assistance. Donc là, les exemples qu'on a pris sont de deux ordres. C'est que dès lors qu'on a identifié, repéré une localisation, on sait positionner la carte sur le point tout seul, facilement. Et puis, de là, on peut aussi aller chercher la météo et afficher cette météo. Parce que si vous avez quelqu'un au bout du fil qui est sur le bord de la route en panne, ce n'est pas pareil s'il fait 40 degrés à l'ombre, ce n'est pas pareil s'il fait moins 10 ou qu'il est en pleine tempête de grêle. Donc, ça invite à réfléchir aussi sur les possibilités d'enrichissement du poste de travail en live sur la base de la compréhension d'une conversation. On a aussi des perspectives, du coup, assez intéressantes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, à un moment donné, on a évoqué la question de la route secours, en tout cas de la route crevée, et donc, on va aller vers ce que des grands éditeurs appellent le Next Best Action, mais en tout cas, le moteur de recommandation, pour dire, tiens, au fait, pour la route secours, il y a peut-être une petite vidéo, un tuto, et on peut derrière ça facilement imaginer tout ce qu'on pourra demain proposer sur ce poste de travail plus intelligent au service, encore une fois, du chargé d'assistance. Donc là, on est loin des cas d'usage d'enregistrement de la conversation à des fins de management de la qualité, parce que là, en fait, on n'enregistre pas la conversation. On traite tout au fil de l'eau. On traite tout en live au bénéfice du chargé d'assistance dans le cadre du traitement de son dossier. Ensuite, on a en effet quand même la transcription de la conversation. Donc, inévitablement, on peut se dire ça, c'est intéressant à des fins peut-être de consignation de ce qui s'est passé, pour que finalement, la prochaine fois que le sociétaire va rappeler, il va tomber sur un autre chargé d'assistance, qui lui-même va reprendre le dossier. Quand il va reprendre le dossier, ça va être probablement intéressant d'avoir tout ou partie de cette transcription. Voilà. Donc ça, j'espère que c'est assez clair. Donc on voit bien que du coup, ce qu'on a fait, c'est une sorte de banc d'essai, de banc de test, qui nous permet deux choses. Tester des technos, puisque derrière, on peut facilement donc maintenant évaluer tous les ASR qu'on veut pour les évaluer dans le cadre de notre contexte métier. Voilà. C'est ça qui est intéressant, mais il y aura peut-être des questions là-dessus. Donc ça, c'est, on va dire, la partie assez technique d'une certaine manière. Alors, on voit par exemple que les services de type analyse émotionnelle, ils sont pas bons du tout. Donc, ils présentent pas un intérêt, en tout cas pour nous, à court terme, ça c'est clair. Et donc, ça nous permet régulièrement d'évaluer des nouvelles versions de ces services parce que comme vous le savez, ça évolue très, très, très vite. Donc, le premier usage, c'est ce banc d'essai un petit peu technique. Et le deuxième, qui est aussi important, sinon plus, c'est que du coup, comme cet outil-là, il est fonctionnel, il fonctionne, puisque Lenny, il a appelé, on est passé par un appel téléphonique avec des vrais téléphones, donc on a mis en place des conditions pour qu'on puisse tester ça aussi sur les plateaux d'assistance. Et donc, on travaille depuis plusieurs mois avec une équipe
une équipe de chargés d'assistance qui a comme mission aussi de travailler avec nous sur les expérimentations et sur l'innovation. Et donc, ce groupe test évalue régulièrement justement ce qu'on fait sur les travaux, et peut-être que vous pouvez expliquer les retours qu'ils ont fait, parce que finalement, ça nous donne un vrai feedback sur l'intérêt métier de la chose. Parce qu'on peut être très fier et très content de ce qu'on obtient d'un point de vue technique, mais quand on montre, par exemple, la transcription en live à un chargé d'assistance, s'il est avec un vrai sociétaire en ligne, bah, finalement, ça va plutôt le perturber qu'autre chose que de voir en live ce qu'il est en train de raconter. Donc c'est pour ça qu'on fait tester l'outil aussi en situation réelle pour déterminer ce qui est une bonne idée ou de ce qui est une idée qui est en fait une idée technique et pas métier. Est-ce que déjà vous avez peut-être il y a des questions, des réactions? Je ne sais pas. Parce que il y avait une première question, mais tu as en partie répondu, qui était effectivement en termes de reconnaissance vocale. Est-ce que vous utilisez votre propre brique? Est-ce que vous utilisez une brique externe et laquelle? Donc, je te laisse peut-être un petit peu à rajouter par rapport à ce que tu as dit à l'instant. Et on nous demande aussi pour la partie ponctuation, de la même façon, quelle brique, comment, voilà. Ouais. Moi, j'avais une question, c'est qui El Chucho? Non, mais c'est pas très important. El Chucho. El Chucho, c'est notre chuchoteur, en fait. On aime bien donner des petits noms comme ça à des concepts, et puis après, on arrive à... C'était plus sympa que Next Best Action. Alors, il y en a d'autres qui appellent ça, je sais pas, chaque éditeur. Le Whisperer. Voilà. Tu voulais répondre pour la partie ASR, peut-être? Du coup, l'ASR qu'on voit ici, c'est celui de Google. Et on utilise le modèle téléphonique de Google, ce qu'ils proposent. Ils ont un modèle entraîné sur le téléphone. Ils ont rajouté la ponctuation il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qu'on utilise aussi, on a Azure. Alors là, on ne le voit pas, mais il est aussi branché à des fins de comparaison. Parce qu'en live, on peut comparer plusieurs ASR. On pourrait comparer 50, je ne sais pas, je dis une bêtise, hein, mais c'est un exemple. Et Azure aussi donne des bons résultats sur la ponctuation. On a aussi testé AWS. On a testé Linto et Rune. On a testé 5 ASR. On doit tester normalement Allomedia. On doit se brancher sur Allomedia et sur Boxist. Ça serait pas mal qu'on teste ces briques-là afin de comparer, de savoir qui peut apporter quoi dans quel contexte finalement. Alors, j'attends un peu pour répondre aux questions éventuelles avant de quitter l'écran du démonstrateur. Et puis, dans la petite présentation, on a prévu de mettre un petit tableau récap des services tiers, par fournisseurs, par fonctionnalité qu'on a testé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, notre retour, parce qu'on n'est pas non plus des super spécialistes du sujet, etc. Donc, notre prétention, c'est pas de benchmarker tous les ASR de la planète. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer plutôt ces briques, ces fournisseurs-là, par rapport à notre contexte à nous. Alors, je donne un exemple. Dans le groupe, d'ailleurs, dans le groupe IMA, il y a d'autres entités qui s'intéressent au speech-to-text dans d'autres contextes. Par exemple, on a une filiale Imatech qui est spécialisée dans l'information juridique, et eux, ils ont un besoin de transcription à la fin d'une conversation, puisque ça se passe sur un plateau d'assistance aussi, d'avoir une consignation vraiment super clean, avec en plus un champ lexical juridique qui est très particulier, enfin qui peut être assez spécialisé. Et donc, eux, ils ont besoin d'avoir vraiment une fidélité assez forte. Bon. Donc chaque fournisseur, finalement, va avoir un peu sa spécialité. C'est-à-dire que Lenny disait, bah, tiens, Google, ils ont sorti un truc spécifique, appel téléphonique. Bah, clairement, il n'y a pas photo, c'est quand même eux qui sont les plus forts là-dedans. Par contre, au niveau de la ponctuation, ce n'est pas forcément ça. Peut-être c'est Azure qui est plus fort. Et puis ainsi de suite. Donc,
Donc, c'est vrai que du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans notre contexte lequel est le plus pertinent. Et puis après, il y a évidemment d'autres dimensions de choix du fournisseur, parce que nous, on a aussi un sujet. Ce n'est pas par hasard si on partage aussi au Voice Lab et si on s'intéresse aussi à ce que vous faites, c'est qu'on a un sujet de mesurer notre dépendance ou enfin, voilà, les sujets de souveraineté, etc., et de dépendance justement à ces grands acteurs. Donc c'est pour ça qu'on évalue aussi le plus possible. Et maintenant, on a les conditions pratiques, je dirais, opérationnelles pour très très vite tester les services que demain le Voice Lab créera, par exemple. On sera tout à fait en mesure de dire, tiens, le speech-to-text du Voice Lab, on peut le brancher sur notre truc et très vite vous dire qu'est-ce qui en ressort. Voilà. Super intéressant. Alors, j'ai une autre question là qui est justement vraiment sur le côté métier. Donc, aujourd'hui, finalement, ce démonstrateur que vous nous avez montré, il est en production, il est utilisé sur des plateaux. Quels ont été vraiment le retour, cette fois-ci, vraiment des assistants de clientèle et peut-être, justement, tu parlais tout à l'heure, par exemple, le fait que le temps réel, c'était troublant. Finalement, est-ce qu'il y a des points durs que vous dites ça ne marchera pas, ou au contraire, il y a de nouveaux axes qui ont été ouverts par les téléconseillers qui vont dire oui, mais ça, c'est super, auquel vous n'aviez pas peut-être pensé au départ. Voilà, donc un peu plus le retour métier, ça intéresserait certains. Alors, il y a plusieurs sujets. Alors non, il n'est pas en production, au sens il ne fait pas partie des outils legacy, enfin de la DSI, clairement. Et d'ailleurs, on est très étanche avec l'écosystème IT du groupe. Alors, il faut dire aussi qu'on est, comme je vous l'ai dit, on est une société d'assistance, on fonctionne sur des gros volumes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a une exigence de maintien en conditions opérationnelles qui est assez élevée. Et du coup, c'est un peu compliqué d'expérimenter ou de brancher ce genre d'outils sur une infrastructure téléphonique d'IMA, en clair. Donc, aujourd'hui, on s'est débrouillé pour fonctionner de façon très périphérique, mais quand même, grâce à cette équipe qui est notre incubateur, en fait, sur les plateaux, on est quand même maintenant en capacité d'expérimenter en situation réelle avec un vrai bénéficiaire, mais dans des conditions, je dirais, d'incubateur et très particulières. Donc, clairement, on n'est pas du tout, c'est pas un outil qui est dans les mains de tous les chargés d'assistance. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, d'ailleurs, on a quand même un certain nombre de marches à gravir demain. Ça donne des perspectives, mais la perspective de l'industrialisation, elle va prendre du temps, certainement. Donc, ça, c'est notre vision aujourd'hui, parce que, pour répondre à ta question, donc les retours des chargés, ils sont pas tellement… alors, vous me complétez, non, parce que c'est l'équipe surtout qui a été cherchée au quotidien, enfin quasiment au quotidien. Mais en tout cas, ce qui les intéresse, ce n'est pas de voir leur conversation pendant la conversation, parce que le but du jeu, c'est justement qu'ils se concentrent plus sur l'échange qu'ils ont avec le bénéficiaire. Donc, on ne veut pas les faire quitter la saisie d'un formulaire pour aller vers l'analyse d'une transcription de conversation. On veut au contraire qu'ils se détachent complètement de ça. Donc, ils nous ont très rapidement dit, non, mais on ne veut pas la voir quand on travaille. Par contre, l'exploitation des éléments de la conversation, genre ce que vous voyez, la nature des informations extraites, des points de vigilance sur ah tiens, le sociétaire, il est en panne sur un parking, est-ce que tu as pensé à lui demander si c'était un parking souterrain ou un parking avec des barrières à hauteur limitée, parce que quand le dépanneur il va venir, ça peut poser problème. Voilà, ce genre de choses. Donc, ils sont tout de suite, finalement, projetés dans le knowledge management, c'est-à-dire, je suis en train d'avoir une conversation, il y a peut-être des éléments qui m'échappent, et donc, si le système comprend ce que je suis en train de raconter, je suis en train de vivre, il va pouvoir m'aider, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça. Après, ce qui est intéressant sur la transcription, c'est plutôt sur le post-appel.
C'est-à-dire, une fois qu'on a raccroché avec le sociétaire, on se dit, ah bah, tiens, est-ce que j'ai pensé à lui dire ça? Bah, tiens, hop, je peux aller revoir la conversation. Bon, ça, c'est un peu plus classique. Et puis, je ne sais pas, peut-être vous avez des… Ce que tu as dit était intéressant, parce que c'est le chuchoteur, en fait, c'est né… on avait déjà cette idée d'aller chuchoter quelque chose, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on va aller chuchoter. Et du coup, on a construit avec l'Incube, typiquement, sortir la roue de secours, c'est quelque chose qui vient de l'incubateur, parce qu'en fait, c'est eux les maîtres d'un savoir qui n'ont pas forcément partagé avec tout le monde. Et donc, on a comme ça, on a tout un tas de choses qui nous ont été remontées, comment sortir une roue de secours. On avait dit le parking, pensez à demander si c'est un parking avec une hauteur limitée. Sur les camping-cars aussi. Sur les camping-cars, typiquement, est-ce que mon camping-car, c'est un simple ou un double train? Ça peut paraître basique, mais en fait, ça change toute la donne derrière. Et il y a tout plein de petits éléments qu'ils ont pu nous donner comme ça. Les retours qu'ils nous ont fait aussi, c'est essayer de récupérer des éléments comme la nature de l'événement, et après, des fois, des natures un peu plus précises, parce que lors de la discussion, comme ça ne dure pas forcément longtemps, ils peuvent avoir oublié. Dans la discussion, il se passe tellement de choses qu'ils peuvent avoir oublié quel était le pneu qui était crevé ou combien il y avait de pneus crevés. Ça peut arriver. Et ce qui nous ont remonté aussi, c'est que la conversation, donc elle leur était pas utile pendant leur conversation. Enfin, la transcription ne leur était pas utile pendant leur conversation. Par contre, après coup, revoir la façon dont ils ont parlé, c'était vraiment super utile, parce qu'à chaud, ils pouvaient se dire « Ah, j'ai des tics de langage finalement. Et j'ai ça et ça comme tic de langage. » Et d'essayer de se corriger pour les prochaines fois. Donc, on a plein de… On va dire ça foisonne de choses. Et pour eux, l'élément principal, c'est la carte. Trouver la localisation précise d'un sociétaire ou d'un bénéficiaire et l'accès surtout. L'accès à cet endroit. C'est pour ça qu'on a une grosse partie avec la carte à gauche et une partie peut-être… ça fait peut-être un peu, comment dire, distordu, mais c'est une volonté de l'équipe d'incubation d'avoir quelque chose comme ça, quoi. Donc en fait, il y a aussi une grosse vertu un peu d'acculturation. Alors il se trouve que l'acculturation ça fait aussi un peu partie de nos missions au lab, de sensibiliser au progrès de certaines technos et qu'est-ce que ça veut dire. Donc du coup, la vertu de ces travaux-là, c'est aussi qu'ils comprennent. Ils ont un regard totalement différent maintenant, je dirais, sur ces technos vocales, parce que qu'est-ce qu'ils avaient comme regard précédemment? C'était le classico de on va enregistrer les appels et puis on va réécouter les appels pour… c'est surtout le manager qui va écouter vos appels et puis on va évaluer, etc., l'efficacité, votre performance individuelle. Et donc, on pouvait avoir dans la maison, on va dire, une perception de l'exploitation des conversations très étriquée. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, ces travaux-là, ça amène, ils comprennent bien, du coup, qu'on peut faire des choses pour eux, pour leur métier, très qualitatives. Alors, j'ai dit tout à l'heure, en plus, on fait ça sans enregistrer, parce que il faut savoir que nous, on enregistre très peu les appels. On n'a pas cette culture-là, et donc c'est une des contraintes en fait qu'on a sur le sujet de notre roadmap expérimental sur la voix, c'est que en fait, on n'a pas de matière vraiment exploitable pour entraîner des modèles. Voilà. Donc, c'est des choses qui nous ont limité, qui nous limitent encore. Sur des travaux qu'on voulait faire avec des acteurs, aussi d'autres membres du Voice Lab. Et donc, on a été obligé aussi de contourner un peu cette contrainte. Donc ça, c'est un des facteurs limitatifs aujourd'hui qui nous handicapent. Voilà. Super, Alexandre. Je crois que tu avais quand même encore quelques slides après pour je vais montrer un petit peu la partie plus entre guillemets recherche. Est-ce que c'est bon là? Tac, donc du coup, je repartage la présentation.
Ouais, on est de nouveau sur les slides. Voilà. Ok, donc du coup, oui, on va revenir. Donc, comment on s'y est pris hein, voilà, sur la démarche, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, on a fait le choix d'avoir une équipe 100% développeur. On n'est pas dans un projet informatique classique, on est vraiment dans une démarche très expérimentale. Une carte blanche techno pour justement s'ouvrir à toutes les possibilités. 100% cloud, donc c'est le principe aussi, d'exploiter tous les services cognitifs à notre disposition. Donc, encore une fois, dès qu'il y en a un qui se présente ou qu'on identifie et qu'on dit tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec, nous, on a l'outil pour tout de suite aller l'implémenter et avoir des retours terrain sur le métier de vrais utilisateurs. Donc, la démo live, ça, c'est un prérequis obligatoire pour tous les travaux qu'on fait au lab. Et du coup, les deux pans, étudier les applications pratiques sur le terrain, j'en ai parlé, et évaluer les services cognitifs, encore une fois, par rapport à notre contexte métier. Ce qui va faire que demain, peut-être, IMA assistance déplacement, on va utiliser un speech-to-text X, et peut-être que Imatech, sur le plateau juridique, ils vont utiliser le Y, et ainsi de suite. Et du coup, ça va nous amener aussi, ces travaux-là, à identifier de nouveaux projets. Les nouveaux projets, ils sont surtout liés aussi aux contraintes qu'on a, aux limites qu'on a. Donc, nos contraintes, c'est d'abord, on n'est pas complètement interopérable et compatible avec l'écosystème IT du groupe. Ça, c'est la phase, je dirais, d'industrialisation après, qui viendra et qui aura ses propres exigences aussi à avoir. Donc, une conversation téléphone portable à l'extérieur, ça je l'ai dit, l'exigence de l'exploitation en temps réel, et puis le champ d'expression libre, encore une fois, de toutes les situations qui peuvent se présenter. Et ça, finalement, alors, je ne sais pas si on peut avoir des retours de gens dans la salle, mais finalement, on a l'impression que notre cas, finalement, il est peut-être hyper compliqué, voire trop compliqué. Donc là, on s'interroge un peu à se dire, est-ce que finalement, c'est vraiment accessible de faire ça? Pas tant pour la transcription que pour, en fait, la détection d'intention. Et en particulier, on a un sujet très fort, si on veut aller plus loin là-dedans, donc on réfléchit actuellement sur comment on va s'y prendre pour avancer là-dessus, c'est comment on se situe dans une conversation. Ce que vous avez vu, c'était une conversation, ce que vous avez entendu et vu, du coup, c'était une conversation type qui était relativement structurée, finalement, parce que Rémi posait des questions, mais vous êtes où, mais qu'est-ce qui vous arrive, mais machin, etc. Mais finalement, l'outil, le système, lui, il est totalement agnostique de ce déroulé, de ce processus. Il ne connaît aucun processus métier, en fait, en l'état actuel. D'accord ? Donc, tout le travail d'analyse des détections des entités se fait hors tout. On pourrait parler de n'importe quoi, ça marcherait, en fait. C'est-à-dire, on pourrait avoir une conversation complètement débridée, ça marcherait. D'ailleurs, on s'est rendu compte que sur les plateaux, sur le terrain, l'outil, il capte les conversations, comme on est en open space, du petit copain d'à côté. Et donc, notamment, à la fin, quand on raccroche, on a tendance à dire au revoir, etc. Donc, en fait, on se retrouvait avec des conversations qui étaient aussi avec des transcriptions de ce qui se passe sur le module d'à côté. Mais ça ne déstabilise pas du tout, finalement, le dispositif, parce qu'il ne connaît pas de logique interne. Voilà. Donc, nous, on se dit, si on veut aller plus loin maintenant, il faut qu'on passe à un système qui a sa logique interne et une logique interne qui va être capable de se situer dans un processus métier. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas super à l'aise parce qu'on n'a pas vraiment les outils à notre disposition on ne sait pas trop par quel bout le prendre, quoi. Voilà. Et je dirais on est plus sur la partie, encore une fois, exploitation de ce qui se passe, quoi. Exploitation de ce qui se passe. Voilà. Bon, après, on a d'autres, ça peut-être vous serez plus qualifié que moi pour en parler, mais après, on a d'autres limites qui font que les services qu'on teste, ils fonctionnent en anglais. Donc, pour les appeler, notamment sur l'analyse des sentiments, il faut traduire le français en anglais
appeler le service avec le texte en anglais, récupérer le résultat. Et là, bah, à chaque transition, il y a une déperdition qui donne des résultats assez médiocres. On voit bien que donc, du coup aussi, les services ne sont pas forcément adaptés à une conversation d'humain à humain, mais en fait, en réalité, sont faits pour faire des assistants vocaux. Voilà. Et des assistants vocaux pour commander des pizzas. Donc là, en fait, c'est là qu'on prend la mesure, parce que c'est sûr que si je fais OK Google allume la lumière, le mode télécommande, évidemment on se dit bah oui OK, mais ça nous impressionnait au début, mais maintenant on se dit bon finalement ça nous impressionne moins, on est un peu blasé de ça, parce que gérer une conversation entre deux locuteurs, là ça devient quand même très compliqué. Enfin ça c'est vu de notre fenêtre, hein. Peut-être que vous je pense qu'il y a des gens qui travaillent intensément sur ces questions-là, donc peut-être que pour eux, c'est pas… En tout cas, voilà une restitution d'un cas d'usage métier, d'un consommateur, entre guillemets, de la voice tech, et voilà, notre perception du sujet. Donc, comme je le dis, on n'a pas vraiment les moyens, nous. On les aura certainement dans le temps, c'est le sens de l'histoire, certainement, mais on manque de matières premières pour entraîner des modèles. Par contre, ce qu'on a, bah, c'est l'outillage et l'organisation pour tester finalement les travaux des uns et des autres. Et ça peut être des pistes intéressantes de collaboration, je pense. Alors justement, parmi nos membres, on a Franck Lefebvre qui est sur le pont et qui te dit qu'effectivement, gérer la conversation en prenant en compte le métier, ça change tout, et qu'ils ont fait pas mal de choses sur le sujet, donc ils seraient heureux d'en parler avec toi, de faire un retour d'expérience de ce qu'ils ont pu voir de leur côté. Ouais. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que je regarde l'heure? Bon, bah voilà, en synthèse, on voit bien en arrière-plan les différentes phases de la transcription un peu brute. Donc, on a travaillé aussi sur la normalisation, le nettoyage un petit peu de tout ça pour optimiser un peu les choses et aller vers la détection d'entités dans quelque chose qui est déjà un peu structuré. Mais là encore, je pense qu'on rencontre aussi des biais de la langue française qui nous apparaissent un petit peu insolubles. Voilà le banc d'essai à date aujourd'hui, ce qu'on a testé, ce qu'on prévoit de faire. Donc sur l'analyse émotionnelle, je ne sais pas si on a des choses à raconter, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé Codec qui était vraiment intéressant dans le sens où ils ont fait un travail sur la langue anglaise pour vraiment déterminer, pour avoir tout un panel d'émotions, de choses qui peuvent nous être utiles. Typiquement, et on pouvoir différencier un discours de haine d'une simple requête. Ça peut être, on peut déterminer assez finement de la colère, de l'hostilité, de l'angoisse, et on peut travailler avec tous ces petits points-là. Par contre, en effet, il faut le traduire en anglais, et là, on a de la perte, concrètement. Et ce qu'on peut dire, c'est que tous les autres, Google, Microsoft, ou même ce qu'on a pu faire maison, ça reste du scoring. Et le scoring ne nous intéresse pas vraiment de savoir que c'est positif ou négatif. Clairement, c'est pas forcément intéressant, quoi. Ça, c'est typiquement quelque chose qui fait briller les yeux, pour pas dire les oreilles, des chargés d'assistance quand ils comprennent en fait que on pourrait avoir cette information-là. Bon, c'est très vite déceptif parce que ce qu'on leur a montré, ils disent non mais ça marche pas ton truc, c'est tout pourri, en gros. Mais voilà, c'est vraiment le truc où peut-être on verra, mais ça c'est vraiment un truc à suivre, c'est-à-dire que là il y a une vraie expression une vraie appétence, voilà. Ça apparaît quelque chose, même pour les chargés, vraiment ils disent ça nous intéresserait. Alors peut-être c'est de la curiosité, et qu'il n'y a rien de structurant derrière, mais peut-être qu'il y a des choses à tirer. Or aujourd'hui, on n'a pas pu leur mettre dans les mains
quelque chose de probant. Donc, la qualité est trop médiocre. Enfin, après, peut-être qu'on n'a pas su utiliser le truc aussi. On est très humble hein, sur notre usage. C'est pour ça que les ASR aussi, des fois, on les utilise out of the box et puis on se dit, en fait, ça marche pas bien ce truc-là, mais voilà, il y a aussi un peu de travail de config ou de dictionnaire de données, etc., qu'il faut, ça c'est certain. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup, effectivement, si vous avez des choses, sachez en tout cas que nous, ça nous intéresse. Je pense que c'est évident. Hein, j'espère avoir été clair sur pourquoi on fait ça. En tout cas, nous, ça nous intéresse d'évaluer ou de contribuer. Je ne sais pas si vous avez des idées ou des sujets ou des technos ou des solutions à évaluer. Nous, on est très ouvert à étudier ça, très clairement. Et puis, si vous avez aussi des suggestions à nous faire sur vous devriez utiliser tel truc ou tel truc, ce sera bienvenu, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non. Ah si, il y en a une qui vient d'arriver. Alors, une question qui est, pour tester les ASR, justement, quelle architecture utilisez-vous pour faire ça? Alors, ouais, voilà. C'est ça, en gros. Le schéma parle de ce qu'on pourrait dire. Ok, je le laisse regarder et pendant ce temps, je réponds un petit peu à ce que tu disais avant. Donc, nous, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur la SR, donc on a quelques trucs qu'on va pouvoir tester ensemble. Côté Voice Lab, il y a un sujet sur lequel on va essayer de travailler un peu plus dans les mois qui viennent, alors qui vous intéresse peut-être moins, mais c'est aussi la synthèse vocale. Donc, on est en train de regarder ça avec certains partenaires. Et en troisième, mais de façon, comment dirais-je, nous on pense qu'on ne va pas forcément être le lead là-dessus, mais c'est un sujet finalement qui est cœur de tout ce que tu viens de faire. C'est la partie plus NLP, NLU. Donc aujourd'hui, le Voice Lab, ça pour Voice, on s'est vachement focalisé sur la partie voix, mais finalement la voix, ça marche que si entre les deux on comprend ce qui s'est dit et qu'on travaille sur toute la partie langage. Donc là, on est en train de réfléchir un peu avec le Hub Francia, qui est l'association des acteurs de l'intelligence artificielle et dont pas mal de monde travaillent dans le domaine du NLU, NLP, pour voir si on pourrait pas faire des choses, mettre en place des travaux en commun. Parce que là aussi, il y a toute une question d'outillage, pareil, en fait, que sur le Voice Lab, on se pose des questions de souveraineté pour ne pas être dépendant de solutions qu'on ne maîtrise pas. Donc, des réflexions sur la partie open source, etc. Et donc, voilà, c'est aussi un sujet probablement qu'on va... je ne sais pas si sur 2022, on va faire grand-chose, mais on va peut-être commencer à y réfléchir en 2022 pour pouvoir travailler là-dessus en 2023. Oui, parfait. Super. Et si vous n'avez pas d'autres choses, je te laisse peut-être un petit mot de la fin sur comment vous voyez l'évolution de vos travaux justement à moyen court terme. Est-ce que donc vous avez juste des nouveaux sujets de projets dont tu parlais tout à l'heure? Ce qui était intéressant avec ce que vous avez fait, c'est que ça pouvait vous ouvrir les portes sur d'autres projets. Est-ce que au contraire vous voulez approfondir plus sur ce projet-là? Voilà, c'est comment vous voyez l'avenir au lab chez IMA? Encore une fois, on va capitaliser sur ces travaux-là. En fait, au départ, tout ça, c'était un simple démonstrateur. En fait, on voulait juste un démonstrateur. On voulait même faire juste une vidéo pour montrer ce que ça pouvait faire. Et puis, finalement, c'est devenu un banc d'essai opérationnel qu'on peut même, du coup, tester les usages sur le terrain et ainsi de suite. Donc, là-dessus, on ne s'entendait déjà pas à aller jusque-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capitaliser là-dessus, continuer à tester les services et continuer à tester les choses. Il y a des champs qu'on n'a pas bien encore explorés, c'est tout ce qui est le multilingue,
Donc la traduction, ou alors faire tester ça en Italie, par exemple, ou en Espagne. Parce que peut-être que les perceptions sont différentes et ainsi de suite. Mais pour ça, il fallait qu'on ait déjà un petit peu ce socle, cette base, et puis qu'on puisse, comme on est français, ben, on ne sait pas parler italien, on ne sait pas parler allemand, on sait à peine parler anglais. Donc du coup, on a besoin d'avoir des relais locaux dans les filiales aussi pour aborder. Et le sujet de la traduction nous intéresse beaucoup, le sujet du text-to-speech aussi, en fait. Donc voilà, et là on va essayer de se concentrer pour aller au bout de ce que je crois que c'est Franck qui disait dans les commentaires, justement la question de gérer des conversations dans une fonction métier. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut travailler parce que sinon on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, je dirais, dans ce cadre de banc d'essai sur le thème de cette analyse. Et donc on va voir comment on peut travailler plus sur la partie donc la gestion des intentions, quoi. Ensuite, voilà. Après, enfin, je sais pas. Voilà. En fait, le mot de la fin, c'est peut-être que d'abord, on est une équipe et c'est super cool de travailler avec des gens qui sont motivés et qui sont motivés. Pourquoi ? Parce que la voice tech, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est un sujet qui est hyper passionnant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a plaisir à partager ça avec vous, qu'on a plaisir à le partager avec nos collègues qui sont sur les plateaux d'assistance c'est pas des sujets qui manquent, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin. Merci beaucoup Alexandre. Il faut pour le dire pour que tout le monde soit au courant, mais IEMA c'est l'un de nos membres. Des premiers membres qu'on a eu en fait, parce que je pense que ça devait être le premier salon qu'on a fait après la création du Voice Lab où on s'est rencontrés et on a tout de suite vu effectivement qu'il y avait une vision assez partagée sur le domaine. Donc on est très content que vous soyez toujours avec nous et que vous puissiez avancer sur le sujet. Consuelo, je te laisse alors le tout dernier mot de la fin. Oui. Moi, je me retire. Au revoir. Je vous confirme que même le Voice Lab, on est tous très motivés. Alexandre, je te rejoins. Ça motive vraiment. Le sujet est très passionnant pour tout le monde. Au Voice Lab, les différentes équipes, nos adhérents. Comme disait Karel, si jamais vous avez besoin de revoir la présentation de Alexandre d'IEMA Lab, on pourra vous la donner en format PDF. Notre adresse mail est contact@levoicelab.org. Donc, je vous remercie pour votre attention et un petit mois, donc d'ici fin juillet, on va pouvoir organiser un autre webinaire. On vous tient au courant sur le sujet. Donc, merci. Je pense que on peut quitter la session et dans un mois. N'oubliez pas aussi le replay qui sera disponible sur YouTube et qu'on va envoyer à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.